Imagine que tu aies besoin d'aller de Los Angeles à New York. Pour que ce ne soit pas trop long, tu choisis de prendre le vol 96 d'American Airlines, avec escale à Détroit et à Buffalo. Mais quelques minutes après le départ de ton avion de Détroit, voilà ce qui se passe. Comme si c'était sorti de nulle part. Boum! Et une partie du plancher de l'avion a disparu juste sous tes pieds. Waouh! Où est mon sac à dos? Et quelles sont les chances que tu sortes indemne de tout ça? Laisse-moi te raconter. C'est arrivé le 12 juin 1972. Un DC-10 appartenant à American Airlines venait de traverser une fine couche de nuages au-dessus de Windsor, une ville industrielle canadienne située dans la province de l'Ontario. Le vol 96 assurait sa liaison régulière entre l'aéroport international de Los Angeles et l'aéroport LaGuardia de New York, en passant par Détroit et Buffalo. L'avion a décollé de la piste à 19h20 et quelques minutes plus tard, l'équipage du cockpit s'est détendu. Le décollage s'était fait en douceur. Le matin avant le tragique vol, le commandant de bord de l'avion, Bryce McCormick, avait déjà effectué la première étape du vol. C'est pourquoi le copilote, Peter Page Whitney, pilotait l'avion quand il a décollé de Détroit. Le capitaine McCormick était un ancien combattant de l'aviation, qui totalisait plus de 24 000 heures de vol à son actif. Le copilote était également un aviateur expérimenté, qui avait déjà cumulé 8 000 heures de vol. Il y avait 56 passagers à bord de l'avion, même si l'avion pouvait en transporter 206, et 11 membres d'équipage. Toutes les données du panneau de contrôle étaient normales, alors Whitney a mis le pilote automatique en marche. Il n'avait pas à s'inquiéter. Le radar a confirmé qu'il n'y avait pas de mauvais temps sur la route entre Détroit et Buffalo. L'équipage a donc éteint les signaux défense de fumée et attaché vos ceintures de sécurité. Et les passagers se sont dirigés vers les toilettes ou vers le salon avant pour discuter. Cynthia Smith, la chef de cabine du vol 96, a quitté son siège dès qu'elle a vu les signaux s'éteindre et est allée faire du café dans le coin cuisine. Et à ce moment précis, c'est arrivé. Elle a été soudainement projetée au sol par une puissante explosion. Paralysée par la terreur, la femme a vu les portes de la cuisine s'ouvrir, d'énormes morceaux de panneaux de plafond tomber sur la tête des passagers et un brouillard blanc dense envahir la cabine. Elle a dû être assourdie par l'explosion. Elle n'entendait pas les cris de panique et l'agitation. Dans le cockpit, les pilotes ont été violemment projetés vers l'arrière. Le capitaine McCormick a cru un instant que son avion venait d'entrer en collision avec un autre avion en plein vol. Le cockpit s'est vite rempli de poussière, d'un gris foncé qui aveuglait les gens et les empêchait de respirer. Mais le capitaine se trompait. La vraie raison de la catastrophe était très différente, mais tout aussi terrible. De façon inexplicable, une porte de soute avait été expulsée moins de 5 minutes après le décollage et elle avait laissé l'avion avec un trou béant sur le côté. Mais ce n'était pas le pire. Lorsque l'accident s'est produit, l'air sous pression s'est échappé sous l'effet d'une puissante explosion qui a arraché une énorme partie du plancher directement dans la cabine passager. Et ce n'est pas tout. Le trou se situait juste au-dessus de la brèche dans la coque de l'avion, ce qui signifie que les passagers assis à côté de ce trou pouvaient voir le sol à des milliers de mètres en dessous. Des vents de la force d'un ouragan traversaient la cabine. L'un des membres de l'équipage de cabine, Beatrice Copeland, était coincée sous la porte repliée, inconsciente. Une autre hôtesse de l'air a failli être aspirée hors de l'avion et n'a réussi à y échapper que grâce à sa réaction rapide. Quand le sol a disparu sous ses pieds, elle s'est rendue compte que derrière elle, il y avait des toilettes. Elle a réussi à y entrer et à verrouiller la porte en métal épais. Les passagers criaient quand l'avion a basculé vers la droite et a chuté sur plusieurs milliers de mètres. L'équipage de cabine a vu un étrange brouillard se former à l'intérieur de la cabine et s'est rendu compte que c'était dû à la dépressurisation. De plus en plus effrayés, ils ont compris que les masques à oxygène ne tomberaient pas automatiquement. Le problème était que l'avion n'avait pas encore atteint une altitude de 4200 mètres et que les masques ne pouvaient pas être déployés. C'est pourquoi l'une des hôtesses de l'air a pris une bouteille d'oxygène et a commencé à l'offrir aux passagers. Mais les pilotes ne savaient toujours pas qu'il y avait un trou béant dans le plancher de la cabine. Dès que la visibilité s'est un peu améliorée, le commandant de bord n'a eu que quelques secondes pour prendre les commandes de l'avion. Le plus gros problème était que le DC-10 avait une particularité. Il n'avait pas de système de secours qui permette un fonctionnement manuel si le système hydraulique se retrouvait hors service.
À ce moment-là, les gens à bord de l'avion endommagé ne savaient toujours pas à quel point ils avaient de la chance d'avoir McCormick comme pilote. Curieux de connaître certaines des caractéristiques du DC-10, il avait passé des heures sur un simulateur de poste de pilotage. Il avait testé à plusieurs reprises comment sauver un avion en cas de défaillance de son système hydraulique. Il a donc appris à le faire en manipulant les moteurs de telle manière qu'il puisse faire tourner l'avion ou même diriger son nez vers le haut et le bas. À ce moment-là, le commandant de bord a découvert que même si les moteurs d'aile 1 et 3 répondaient à ses ordres, il ne pouvait pas déplacer les commandes du moteur 2. Mais avec le retour de la puissance du moteur de l'aile, il a gagné de précieuses minutes pour déterminer la marche à suivre. Il a découvert que l'avion ne pouvait pas s'incliner de plus de 15 degrés dans les deux directions. Un angle plus grand et la machine allait faire une rotation. C'est pourquoi il a décidé d'augmenter la poussée d'un moteur et de la diminuer sur l'autre pour faire tourner l'avion et revenir vers Détroit. McCormick a compris que son avion endommagé devait atterrir en priorité et il a communiqué avec la tour de contrôle de l'aéroport de Détroit. « Ici le vol 96 d'American Airlines », a-t-il dit. « Nous avons une urgence. » Il a également averti le contrôleur qu'il descendrait très lentement et prudemment parce qu'il ne pouvait pas vraiment contrôler la direction de la descente. Le plus grand défi auquel McCormick devait faire face à ce moment-là était de ralentir l'avion. En approchant de la piste à une vitesse de 300 km/h, l'avion n'avait pas beaucoup de chances de survivre à l'atterrissage. 20 minutes après le départ du vol 96 de Détroit, l'avion est retourné au radar de la tour de contrôle. Le copilote Whitney surveillait le rythme de descente, annonçant les chiffres, et sa voix semblait de plus en plus alarmée à chaque seconde qui passait. L'avion se déplaçait trop vite et l'inclinaison était trop élevée. Au début, il descendait à 91 mètres par minute. Mais au fur et à mesure qu'il ralentissait, la descente s'accélérait, 152 mètres par minute, 213 mètres par minute et finalement 460 mètres par minute. L'avion ne descendait plus, il tombait. La seule chose que McCormick pouvait faire pour sauver l'avion et surtout les passagers était d'accélérer. Dès qu'il l'a fait, la chute a diminué à 244 mètres par minute, mais la vitesse a monté en flèche à 300 km/h. Quand l'avion allait se poser, il se déplaçait toujours à une vitesse incroyable. Mais le pire, c'est que l'avion se dirigeait vers le terminal principal. Il fallait faire quelque chose rapidement, sinon la collision serait inévitable. Miraculeusement, Whitney a réussi à ramener l'avion sur la piste d'atterrissage, avec 2 jeux de roues sur la piste et les 2 autres en panne. L'avion s'est finalement immobilisé à seulement 270 mètres de l'extrémité de la piste et le commandant de bord a ordonné de couper les moteurs. L'équipage à bord a aidé les passagers à évacuer à l'aide de sorties de secours. Il n'a fallu que 30 secondes pour faire sortir les 56 passagers de l'avion. Le capitaine McCormick et son copilote Whitney ont été les derniers à sortir. Les 67 personnes à bord étaient en vie, dont 11 seulement présentaient des blessures peu graves. 9 passagers et 2 membres d'équipage. L'accident n'a duré que 30 minutes, du moment où l'explosion s'est produite jusqu'à l'atterrissage miraculeux. Après s'être occupés des passagers, les membres de l'équipage sont allés voir le trou qui avait failli faire cracher leur avion. C'était comme si une grande porte de chargement avait été arrachée par un énorme ouvre-boîte. Personne ne pouvait comprendre comment et pourquoi cela s'était produit à une altitude de 3600 mètres dans les airs. Mais le jour même, la porte manquante a été retrouvée dans un champ de maïs non loin de Windsor et les enquêteurs sont arrivés à une conclusion choquante. Il s'est avéré que la porte était fermée lorsque l'avion a décollé, mais qu'elle n'avait pas été sécurisée. Naturellement, au fur et à mesure que l'avion montait, la pression de l'air à l'intérieur augmentait et finalement, la porte de chargement n'a pas pu résister à cette pression et s'est ouverte. En plus de cela, tu te rappelles la partie manquante du plancher de la cabine passager ? Eh bien, ça ne serait pas arrivé s'il y avait eu des conduits de décompression dans le sol. Ils auraient permis à l'air de circuler et cela n'aurait pas arraché le plancher. C'est donc un défaut de fabrication qui a entraîné des conséquences aussi dramatiques. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé de plus choquant dans ce crash évité de si peu ? Dis-moi tout dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors like cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais, ne t'en va pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste du côté sympa de la vie.